Salut à tous et salut à toutes, bienvenue dans N1, le podcast basket des équipes de The Playoff. On se retrouve cette semaine pour un épisode un petit peu particulier. Vous savez, chaque dernière semaine de mois, on se retrouve avec Jules pour vous faire un petit point sur les prospects, sur la future draft, sur les futurs talents qui arriveront en NBA à partir de la saison prochaine. Jules ne peut pas être avec nous malheureusement cette semaine pour raisons personnelles. J'ai quand même décidé de vous proposer, on a décidé plutôt avec l'équipe de vous proposer du contenu et un épisode un petit peu particulier, donc en tête-à-tête, vous et moi, pendant cet épisode qui sera un petit peu plus raccourci. Non pas autour des prospects, de la draft, tout ça, mais quand même autour du championnat universitaire et surtout autour du gros tournoi qui a démarré là le week-end dernier. C'est le tournoi NCAA, évidemment, 2025, le côté masculin, la March Madness. On va prendre le temps d'en parler. Il y a donc eu ce premier week-end et des matchs qui ont eu lieu. Donc l'occasion de faire un petit peu le point sur les équipes encore en lice, évidemment. Les surprises qui ont été éliminées, il y a eu de belles performances et de parler de certains joueurs également. Avant d'attaquer le podcast et de rentrer dans le cœur du sujet, vous n'hésitez pas à aller écouter les autres podcasts de la team The Playoff. Je fais la petite auto-promo autour de Warm Up, le podcast Formule 1. Il y a déjà eu 2 rendez-vous. On aura un prochain rendez-vous, non pas dans la semaine, mais la semaine prochaine. Chaque vendredi après-midi, 2 semaines de Grand Prix. Vous retrouvez ce podcast Warm Up que j'ai le plaisir d'animer avec l'équipe Formule 1. Vous avez Tailgate aussi sur la NFL et tous les autres rendez-vous que vous retrouvez toutes les semaines. Vous connaissez maintenant l'habitude et vous avez le site évidemment The Playoff pour retrouver tout un tas d'articles tous les jours alimentés par l'équipe de rédaction de The Playoff. Alors, on va attaquer un petit peu ce débrief du premier week-end du tournoi NCAA masculin. On va faire ça par région, on va dire ça comme ça. Quand vous voyez le tableau, vous avez peut-être fait votre bracket autour de ce tournoi NCAA. Beaucoup d'Américains le font chaque année, c'est un peu un sport là-bas de faire son bracket. Vous avez 4 morceaux de tableau, on va dire. Vous avez la région sud, vous avez la région est, la région ouest et la région Midwest. Et on va commencer par cette région Midwest, avec la belle surprise qui a été l'université de McNeese, qui était tête de série numéro 12 et qui, lors du premier tour, a éliminé Clemson, qui était quand même une fac qui était classée numéro 5 dans les rankings. Et avec cette victoire du coup, de la petite université de McNeese, c'est la première fois dans l'histoire du tournoi de la March Madness que donc, cette petite université remporte un match. Donc, est-ce que tu es un petit peu historique pour McNeese lors de ce premier tour? Second tour, plus compliqué du coup contre Purdue, tête de série numéro 4, qui a fait respecter la logique. Alors Purdue, tête de série donc numéro 4, avait débuté son tournoi avec une victoire contre High Point, avec à noter 2 joueurs qui étaient à 20 points ou plus et un autre joueur en double-double, donc ça montrait quand même des statistiques assez performantes dans l'équipe pour ce premier match-là, et donc ce deuxième tour contre cette surprise de McNeese, avec là cette fois-ci la victoire de la tête de série numéro 4 Purdue, à noter les 22 points, 15 rebonds de Trey Kaufman-Rennes, et lui qui avait déjà mis 21 points lors du premier match, donc un bon début de tournoi pour le joueur de Purdue qui donc se qualifie pour le Sweet 16, donc c'est le troisième tour on va dire de cette March Madness. Les autres têtes de série dans cette partie-là de tableau sont présentes. On fait le boulot, donc je vous ai parlé de la tête de série numéro 4 avec Purdue. On a Kentucky aussi, tête de série numéro 3, qui a plutôt commencé tranquillement son tournoi, avec une victoire contre la fac de Troy, qui était classée 14e, avant de sortir victorieux du second match, c'était contre Illinois, donc Kentucky aussi, qui se qualifie dans cette partie de tableau. On a Tennessee, tête de série numéro 2, autour d'un Chase Lanier, qui a quand même claqué 2 belles perfs, sur les 2 premiers matchs, il a fait 29 et 20 points, donc c'est plutôt solide. Ils ont passé plutôt sans encombre ce premier week-end. Et Houston, la tête de série numéro 1 de cette partie de tableau, qui a quand même étrillé la fac de SIU au premier tour. Alors le match plus 38, 78-40, donc ça fait mal en termes de scoring. Avant de se défaire dans le deuxième match du week-end, donc de Gonzaga. Pour Houston, à noter les 30 points en 36 minutes de LG Cryer. Vous rajoutez 2 rebonds, vous rajoutez 3 passes, vous rajoutez une interception avec un très très bon pourcentage. Il est à 6 sur 11 à 3 points et il est à 100%, 8 sur 8 au lancer franc. Donc, on se retrouve dans cette partie de tableau avec les 4 têtes de série. Tête de série numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4.
qui vont se retrouver pour donc cette troisième étape, ce Sweet 16, avec donc pour le programme Houston contre Purdue, donc la tête de série numéro 1 contre la tête de série numéro 4, et un match qui va valoir cher entre Kentucky et Tennessee, entre donc la tête de série numéro 3, Kentucky, et Tennessee, tête de série numéro 2. Donc, dans cette partie-là de tableau, pas nécessairement de grosses surprises, excepté le premier tour avec McNeese. Mais voilà, on retrouve les 4 attendus, on va dire, les 4 fantastiques dans cette partie de tableau pour la suite du tournoi. On va enchaîner avec la partie basse du tableau de ce tournoi NCAA 2025 avec la partie ouest du coup. Avec aussi là une surprise dans cette partie de tableau, et c'est l'élimination de St. John's, l'université de St. John's, qui était tête de série numéro 2, éliminée lors du second tour. C'était contre Arkansas, et avec le coach, le coach légendaire John Calipari. Vous avez peut-être entendu parler de ce coach-là, même si vous ne suivez pas nécessairement le tournoi universitaire chaque année, mais c'est un nom, un nom connu dans le sport universitaire et même dans le basket en général. Donc cette élimination de St. John's, il y avait un gros match quand même du joueur Zubi Ejiofor. Il a claqué un 23 points, 12 rebonds dans le match, mais il était un peu solo en fait, parce que c'est vrai que dans ce match-là, St. John's s'est complètement loupé en termes d'adresse. Alors c'est aussi le lot de ces tournois-là où ça se joue sur un match. Il suffit que on sait que l'adresse c'est un des paramètres les plus compliqués à gérer dans le basket. Et c'est vrai que là, le match a été compliqué. 36% à 2 points d'un point de vue global pour l'équipe. Un très très vilain 9% longue distance, 2 sur 22. Donc c'est vrai que là, c'est toujours un petit peu plus compliqué d'arriver à survivre dans un match, en fait, quand on a une adresse aussi catastrophique. Donc voilà, cette élimination de St. John's, là, lors du second tour. Excepté cette élimination-là, les trois autres têtes de série ont plutôt fait le job de leur côté. On peut commencer par Florida, tête de série numéro 1, qui a éliminé le double tenant du titre. C'est à noter. La fac de Yukon, qui était à 13 victoires de suite avant ce revers. Alors, on savait qu'à Yukon, il y avait aussi... ils ne visaient pas nécessairement un sweep-it. Alors, évidemment, dans les têtes, on peut le penser, mais c'était compliqué, surtout vu les grosses universités cette année, les joueurs... très très performants qu'on peut trouver à droite à gauche. Mais voilà, à noter donc l'élimination du double tenant du titre, donc face à Florida, qui était donc qui est toujours la tête de série numéro 1 dans cette partie de tableau-là. Maryland, qui est tête de série numéro 2, a plutôt bien géré son début de tournoi, avec une victoire 81-49 contre Grand Canyon. Ça, c'était le premier match. Donc plutôt un début facile, avec 5 joueurs à plus de 10 points dans la rencontre. Donc là, on a vraiment pu faire tourner, partager la balle avec tout le monde, et tout le monde s'est fait plaisir dans ce premier match-là. Attention par contre, le second tour n'était pas du tout du même acabit, second tour beaucoup plus étouffant, c'est terminé au finish, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, il a bien tourné, victoire 72-71, c'était contre Colorado State, grâce à un buzzer beater de Derrick Quinn. Vous le retrouvez facilement sur les réseaux, mais voilà, donc un premier match très, très facile pour Maryland dans le premier tour, et un deuxième match vraiment à l'arraché. Il a fallu aller au bout du suspense pour aller se qualifier pour la suite du tournoi. Mais en tout cas, l'essentiel est fait, et Maryland sera présent le week-end prochain pour la suite de la compétition. Dans cette partie de tableau, enfin, il y a Texas Tech, qui a plutôt fait le travail aussi. Un premier tour contre Willington, avant de vaincre ensuite l'université de Drake, avec à noter ce que j'ai appelé le double-double-double, ça fait beaucoup de double pour le coup, de JT Topin sur les 2 premiers matchs. Il a claqué un premier double-double, à 12 points, 11 rebonds, et ensuite il est vraiment monté en régime sur le second match avec un très très solide 25 points et 12 rebonds, avec une adresse folle. Il termine à 11 sur 13 au tir. Donc grosse perf de JT Topping pour Texas Tech, qui donc se qualifie également avec le seed numéro 3. Donc pour cette partie de tableau, les matchs qu'on va pouvoir suivre là, dès ce week-end évidemment, va y avoir un choc entre Florida et Maryland, donc la tête de série numéro 1 contre la tête de série numéro 4. Ça va être très très intéressant de suivre cette rencontre-là. Et Texas Tech, tête de série numéro 3 du coup, qui va rencontrer la surprise Arkansas, tête de série numéro 2, qui avait donc éliminé au deuxième tour St. John's. Donc voilà, ça va être les matchs à suivre dans cette partie de tableau-là. Est-ce que Arkansas va faire figure d'épouvantail et va pouvoir
se qualifier pour la suite et l'Elite 8, ou alors la logique va être respectée et on va retrouver les meilleurs rankings dans cette partie de tableau-là. Contrairement à la partie Midwest où les 4 têtes de série sont présentes, là on a une première surprise avec Arkansas. Donc à voir si la belle histoire continue pour Arkansas ou si alors la logique sera un petit peu plus respectée sur la suite du tournoi. Donc on a fait la partie Midwest, on a fait la partie Ouest, on va monter maintenant dans le bracket de ce tournoi NCAA et on va parler de la région Sud. Il y a des choses à dire aussi dans cette partie-là. Alors, pas de gros upset quand on regarde un petit peu les rankings sur les premiers matchs du week-end, quand on voit les affrontements. Alors, il y a des outsiders qui sont passés, mais il n'y avait pas nécessairement de grosses surprises. Par contre, attention, le second tour là, qui a eu lieu quelques jours après, là, ce week-end, il a été plus cruel pour deux des quatre têtes de série. On va en parler. Tout d'abord, l'université de Texas A&M, tête de série numéro 4, qui a été défait. Alors, c'était contre Michigan, tête de série numéro 5, donc vous me direz, on avait quand même deux équipes plutôt bien rankées, avec une défaite 79-91, à noter dans le match les 26 points de Roddy Gale et les 23 points, 12 rebonds de Vladislav Goldin pour cette équipe de Michigan, donc qui se qualifie pour la suite du tournoi. Donc on a une première tête de série, donc Texas A&M qui saute, et on a une deuxième ensuite, Iowa State, tête de série numéro 3, et là attention, qui a subi la foudre de la part des Rebels de l'université de Ole Miss. Vous en avez peut-être entendu parler sur les réseaux, cette petite fac d'Ole Miss qui est un petit peu la darling, on va dire, de cette partie de tableau-là, et même peut-être même du tournoi, avec une belle performance collective en plus dans ce match-là pour la petite fac d'Ole Miss. 4 joueurs qui terminent entre 15 et 20 points, donc vraiment extrêmement intéressant de voir ça. C'est seulement la seconde fois dans l'histoire de cette université que du coup Ole Miss arrive au Sweet 16. L'autre fois, c'était il y a 24 ans, c'était en 2001, donc ça commençait un petit peu à dater. Donc une belle perf pour cette fac-là qui était rankée 6e, donc c'était pas non plus numéro 10, numéro 11 ou numéro 12. Mais quand même, la performance est belle pour aller vaincre Iowa State au deuxième tour. Et donc Ole Miss qui continue son petit parcours pour la suite du tournoi dans cette partie de tableau-là. Donc ça, c'était les deux équipes, Texas A&M et Iowa State, qui n'iront pas à San Antonio et qui déjà verront pas avant San Antonio même la suite du tournoi. Mais à côté de ça, on a quand même les deux premières têtes de série qui, elles, n'ont pas fait défaut dans ce premier week-end. On a d'abord Auburn, tête de série numéro 1, qui s'est débarrassé d'Alabama State avec, il y avait un delta de 20 points sur le premier match, donc vraiment une entrée en manière plutôt tranquille pour Auburn dans ce premier match, avant ensuite au second tour de battre l'université de Creighton. Dans l'autre partie du coup de ce tableau-là, c'est Michigan State qui est tête de série numéro 2 et qui a fait le taf de son côté pour éliminer, alors c'est l'université de Bryant au premier tour, et ensuite elle est partie vaincre la fac de New Mexico. À noter, pour Michigan State, c'est la deuxième apparition au Sweet 16 en 3 ans, donc c'est plutôt intéressant pour cette fac de Michigan State. Donc on va avoir des match-ups intéressants pour la suite de la compétition dans cette partie de tableau-là, avec Auburn, d'abord la tête de série numéro 1, donc qui va affronter Michigan, tête de série numéro 5. Ça va être intéressant de voir si Auburn, qui ça se passe plutôt bien, qui déroule pour l'instant, va pouvoir continuer sur cette série-là, ou si Michigan va pouvoir aller un petit peu titiller cette fac-là d'Auburn. Et dans le deuxième match, donc on a donc Michigan State, tête de série numéro 2, contre Ole Miss, tête de série numéro 6. Et voilà, on va tous aller un petit peu observer et voir si la belle histoire peut se poursuivre pour cette petite fac, avec du coup, en cas de victoire, la première qualification de son histoire pour l'Elite 8. Ça serait vraiment un coup très fort d'aller éliminer la tête de série numéro 3, Iowa State, ça c'est fait, et d'aller ensuite éliminer la tête de série numéro 2 pour aller se qualifier historiquement pour la suite du tournoi. Donc ça va vraiment être un match à suivre. Auburn, Michigan et Ole Miss contre Michigan State. C'est donc les deux affiches qu'il y aura dans la partie sud du tableau, de ce tableau du tournoi NCAA 2025. On avance et on va même terminer avec la partie est du tableau, et évidemment on va commencer par l'université que tout le monde observe, que tout le monde scrute pour l'équipe, et en particulier pour un joueur, pour Cooper Flagg. Vous avez bien compris qu'on allait parler un petit peu de Duke. Alors,
Cooper Flag était à un moment incertain. On savait qu'il avait, il sortait d'une blessure, mais le coach avait indiqué quelques jours avant le début du tournoi qu'il devrait être sur les parquets. Le premier match était vendredi, si je dis pas de bêtises, et il a été présent, le joueur star. Et pour un début, il a quand même eu un match globalement, il a eu le match parfait, une bonne remise en jambes sans vouloir faire offense, à l'équipe qu'ils affrontaient, c'était Mount St. Mary's. Mais voilà, l'adversité était, quand même un cran, voire 2 crans en dessous, et donc ça a permis à Cooper Flag de pouvoir revenir de façon, plutôt intéressante et j'allais dire tranquille, mais de proposer un match sérieux en tout cas. Il termine donc ce premier match du tournoi, donc il a 14 points en 22 minutes, 50 à l'adresse, 6 sur 12. Il rajoute 7 rebonds, 4 passes et 2 contres. Donc c'est quand même un rendement plutôt intéressant pour un joueur sur le retour en 22 minutes. Donc c'était plutôt sympa et on voulait voir en fait dès le deuxième match comment ça allait se dérouler pour Duke et pour Cooper Flag. C'était contre Baylor et c'était un match intéressant parce qu'il y avait une autre star, VJ Edgecombe, qui est plutôt bien classé dans les rankings pour la future draft NBA. Alors, pas au niveau de Cooper Flag, mais ça reste un prospect qui est bien suivi, donc c'était intéressant de voir ça. Et le match était plutôt sympa à suivre. En tout cas, jusqu'au moment où, Cooper Flag et son équipe de Duke ont décidé d'accélérer, de monter le tempo avec un 12-0 là qu'ils ont infligé juste avant la mi-temps, qui a fait très, très mal et qui a permis du coup en plus à Duke de rentrer au vestiaire avec un +17. Mais c'est vrai que voilà, le 12-0 était vraiment, coriace et ça a vraiment montré encore une fois la force de cette équipe quand elle décide d'accélérer, de monter le curseur, c'est compliqué d'aller les arrêter. Et là, bah, malheureusement pour Baylor, ils en ont été victimes. Le match de Cooper Flag dans cette deuxième rencontre et donc cette qualification de Duke, hein, vous l'avez compris, il termine à 18 points, 9 rebonds et 6 passes. Donc voilà, il est plutôt intéressant dans ces 2 premiers matchs, et ça va être évidemment à suivre la suite pour lui des événements, lui qui a attendu très haut, que ce soit à la draft ou même qui a attendu très haut dans ce tournoi de la March Madness avec son équipe de Duke, hein, qui était de série numéro 1. Donc on va pouvoir voir ça, mais il n'est pas seul, hein, dans cette équipe, hein. Il faut noter la grosse performance dans le deuxième match là contre Baylor, pardon, du meneur de cette équipe de Duke, c'est Tyrese Proctor. Très très bon joueur aussi que je vous invite à aller regarder sur les réseaux sociaux. C'est vraiment un mec sympa à suivre et il termine la rencontre à 25 points avec une très très belle adresse, même une magnifique adresse, 9 sur 10 en général et un 7 sur 8 à 3 points, donc il était en feu là, Proctor, et voilà, il a permis à son équipe de Duke de se qualifier donc pour la suite et pour le Sweet 16. C'est la 30e apparition, hein, pour les Blue Devils de Duke dans ce troisième tour du tournoi universitaire masculin, donc c'est du sérieux Duke, et en tout cas sur les 2 premiers matchs, ça l'a montré. Dans ce quart de tableau, le principal rival de Duke, bah, c'est Alabama, qui est tête de série numéro 2. Une première victoire inaugurale contre l'équipe de Colonials, avant d'aller s'imposer contre St. Mary's. Donc Alabama fait son petit bonhomme de chemin. La rencontre contre Duke, s'il doit y en avoir une, ce sera non pas dans le tour qui aura ce week-end, mais ce sera dans l'Elite 8, pas qui aura lieu ce week-end, vous me direz, mais un petit peu plus tard dans le week-end. Donc on verra si ça va se faire, mais avant ça, évidemment, il y a un adversaire à battre, et cet adversaire, bah, c'est un petit peu la surprise de cette partie de tableau quand même. C'est BYU qui est tête de série numéro 6 et bah, qui a mis au tapis l'université du Wisconsin, tête de série numéro 3. Ça, c'était au second tour avec cette belle victoire de BYU avec un énorme carton, hein. Alors c'est John Tonje, alors j'espère bien prononcer son nom, qui a mis 37 points en 35 minutes. Donc ça qualifie un petit peu le bonhomme. Donc ça, c'était pour l'équipe du Wisconsin. Donc grosse perf de son joueur. Malheureusement, il a raté le panier d'égalisation en fin de rencontre. Et donc cette qualification de BYU pour le Sweet 16. Donc ça va être intéressant. C'est la surprise dans cette partie de tableau-là. Et donc ce sera à suivre contre Alabama. Et enfin, on a Arizona, tête de série numéro 4, qui a quand même plutôt bien déroulé, hein, son premier match contre la fac d'Akron, avec un petit delta de 28 points dans le match. Donc bon voilà, petite mise en jambe de premier tour. Avant d'aller arracher la victoire contre Oregon, match beaucoup plus serré, hein, 87-83, avec à noter en termes de perf, Caleb Love,
qui est à 29 points, 9 rebonds, 4 passes, une interception, s'il vous plaît. Donc un match très costaud et qui permet donc à Arizona de se qualifier pour la suite. Donc le programme pour cette partie-là de tableau, la partie Est, donc on aura donc Duke contre Arizona. Ça va être intéressant d'observer ça. Donc Duke, tête de série numéro 1 contre Arizona, tête de série numéro 4. Donc est-ce que Duke va continuer sa domination? Cooper Flag quelle va être la perf de Flag et de tous les joueurs autour? Ou est-ce que Arizona peut aller titiller un petit peu un des favoris du tournoi de cette année et pourquoi pas aller faire un upset? Ça va être intéressant à suivre. Et dans l'autre rencontre de cette partie de tableau, ce sera BYU, donc la tête de série numéro 6 contre Alabama, tête de série numéro 2. Est-ce que la logique Duke-Alabama sera respectée pour la partie suivante, l'Elite 8, ou est-ce qu'il y aura du coup une surprise, voire 2 surprises qui vont se glisser? Ce sera à suivre, évidemment. Et donc, le match entre BYU et Alabama, ce sera même le premier match de ce week-end. Ça sera dans la nuit de jeudi à vendredi. Donc, là, le week-end précédent, on a eu pas mal de matchs parce qu'il y avait tellement d'équipes. Il y a eu pas mal de matchs qui sont déroulés sur des horaires très, très respectables, on va dire, du 17h, du 18h, 19h, 20h, 21h heure française. Bon, là, on va retourner à des horaires nocturnes pour ces matchs-là. Donc le programme pour la suite de ce tournoi NCAA masculin 2025, donc c'est le Sweet 16 qui commence donc avec 4 matchs qui ont lieu dans la nuit de jeudi à vendredi. Donc ça commence à partir de minuit et ça déroule évidemment. Vous avez les 4 autres matchs le lendemain, donc dans la nuit de vendredi à samedi. Et ensuite ça enchaîne avec l'Elite 8, donc qui aura lieu sur le week-end du 29 et 30. Un petit peu le même schéma que ce qu'on a pu avoir sur le premier week-end, donc avec 2 tours qui se déroulent sur le week-end, avant de retrouver le Final Four qui se déroulera à San Antonio, le fameux Final Four qui sera donc à partir du 5 avril. Donc ça va arriver vite, de toute façon. Donc encore du bon basket universitaire et voilà, des favoris qui sont là, comme Auburn, comme Duke qui font le boulot, des petites surprises qui sont là, BYU, Ole Miss. C'est toujours intéressant de suivre cette compétition. Il y a toujours une super ambiance aussi dans les salles avec le public. C'est le côté universitaire américain qui est propre à leur schéma à eux, mais qui est toujours intéressant à suivre et qui est toujours cool à observer. Donc n'hésitez pas à aller regarder ces matchs-là si vous avez la possibilité de les regarder en direct ou de regarder les moments forts, de regarder les highlights, les meilleurs moments, les grosses performances de joueurs. Et c'est aussi dans ces moments-là que certains joueurs, certains prospects dont on peut parler avec Jules, peuvent soit monter dans les rankings, ou alors même descendre s'il y a une contre-performance du joueur et ou une contre-performance de l'équipe. Ça peut aussi jouer dans les rankings, donc c'est vraiment un tournoi à suivre. Et en plus, voilà, c'est toujours une ambiance incroyable. Donc on vous invite très fortement à aller regarder tout ça. Donc 4 matchs dans la nuit de jeudi à vendredi, 4 autres matchs dans la nuit de vendredi à samedi. Et ensuite, on va continuer à monter avec l'Elite 8 qui aura lieu samedi et dimanche. Voilà, donc que du bonheur, ce tournoi universitaire, c'est toujours le moment attendu du mois de mars et on vous le propose évidemment, en tout cas on vous en parle sur N1 et avec toute l'équipe de The Playoff. Voilà pour cet épisode un petit peu spécial où du coup j'espère ne pas avoir été trop long pour vous accompagner en tout cas dans cet épisode. On essaiera de reproduire le moins souvent possible ce schéma-là, je vous avoue. Mais voilà, on a des circonstances qui parfois font qu'on doit pouvoir aussi quand même vous proposer du contenu malgré les absences des uns et des autres. Mais c'est comme ça. En tout cas, on va se retrouver très vite, évidemment, sur les antennes de The Playoff pour de futurs podcasts basket. Jules sera des notes, évidemment, en tout cas j'espère, le mois prochain pour un nouvel épisode donc de N1 autour. Très certainement, on reparlera de la March Madness et on parlera évidemment, on reviendra sur les prospects, sur la draft. Mais avant ça, du coup, il y aura évidemment la semaine prochaine le conseil de classe du 1er avril. On essaiera avec Yannick de ne pas faire trop de poissons d'avril. On vous promet pas, vous connaissez Yannick, mais ce sera le prochain rendez-vous des équipes de N1, donc le conseil de classe. On arrive sur la fin de saison régulière NBA. On s'approche très très dangereusement, ou en tout cas avec beaucoup d'excitation et d'adrénaline, d'abord du play-in, mais ensuite des playoffs. Donc on va avoir plein de choses à vous dire, évidemment, comme chaque semaine, avec toute l'équipe qui sera autour de moi pour cet épisode. Donc ce sera la semaine prochaine sur vos plateformes de streaming. En tout cas,
Si vous avez été au bout du podcast, je vous en remercie très chaleureusement en tout cas. Je vous souhaite une très bonne semaine basket. Profitez bien, que ce soit du tournoi NCAA féminin aussi, que ce soit de la NBA. Voilà, kiffez, profitez, allez vous faire plaisir avec des matchs de basket et avec ce que vous voulez en termes de sport évidemment. Et on se retrouve très vite sur les antennes de The Playoff pour un futur podcast. Très bonne journée, très bonne soirée et surtout très bonne semaine à vous. Ciao.